Le petit truc qu'il a mis dans sa boutique, c'est qu'on ne peut pas tous rentrer en même temps dans sa boutique. Comme les gens rentrent un par un ou deux par deux maximum dans la boutique, du coup il y a beaucoup de gens qui s'accumulent devant la boutique. Maintenant, peut-être que certaines choses qu'il a fait, qui ont été des vrais leviers marketing, n'ont pas été faites intentionnellement. Ouais. Et on s'est rendu compte que en fait ça marche. Clairement, je pense que nous, ça nous est arrivé plein de fois, juste on voulait se marrer, on a fait des trucs. Ouais. En fait, ça prend Ouais. et on ne le faisait pas juste pour que ça prenne. Vends toujours moins que ce que tu es vraiment capable de vendre. C'est-à-dire que si on veut faire un lancement d'atelier virtuel ou de je sais pas quoi, on va limiter le nombre de places pour créer ce qu'on appelle de la scarcity, c'est-à-dire une peur de ne pas avoir le truc, une peur de manquer. Ça fonctionne si bien que, désolé, je peux pas vous servir au maximum. Bien, mais alors, il y en a, je le sens venir, qui vont dire oui, mais le client est roi, alors pourquoi on ne peut pas servir tout le monde, etc. Le client est pas roi. C'est pas le client qui va décider de combien tu produis, c'est pas le client qui va décider de qu'est-ce que tu produis. Par contre, une fois qu'il est client chez toi, on s'en occupe comme... C'est ça. On va pas aller voir Cédric Grolet en lui disant est-ce que tu peux me faire une fleur au chocolat parce qu'il y a une vanille mais j'aime pas trop ça quoi. Hello. Bon, vidéo intéressante. Vidéo importante, intéressante. D'ailleurs, si vous aimez ce concept à la fin de cette vidéo, laissez-le nous savoir en commentaire, comme ça on pourra analyser d'autres gammes de pâtisseries, d'autres stratégies marketing de pâtisserie. Aujourd'hui, on va essayer d'analyser, pour moi, le meilleur. Alors, déjà, pour qui est ce contenu ? Ce contenu, c'est pour les gens qui ont envie de vivre de la pâtisserie, comme on le fait régulièrement maintenant sur cette chaîne. Le but, ça va être de regarder un petit peu non seulement les grands chefs pâtissiers, mais surtout ceux qui, en termes de marketing et de commerce de base, sont les meilleurs. Aujourd'hui, on va analyser Cédric Grolet. Le but, c'est qu'on comprenne les stratégies qu'ils utilisent pour que vous puissiez le modéliser chez vous avec ce que vous allez proposer comme pâtisserie. Le but n'est pas de copier leur pâtisserie, mais de réfléchir un peu à leur stratégie et voir comment vous pouvez vous tirer le meilleur de ça pour faire votre propre stratégie. Parce que oui, vendre des gâteaux depuis chez vous, ce n'est pas que de la pâtisserie, mais c'est aussi du marketing, de la vente, de la communication. C'est même d'abord ça, probablement. Ouais. Je trouve que le sujet d'aujourd'hui est particulièrement intéressant. On a tous vu devant chez Cédric Grolet une file d'attente de 50, 100, 200 mètres. C'est assez impressionnant. Les gens disent qu'ils y passent 2 heures, 2 heures et demie dans la file d'attente et on va essayer de comprendre dans la vidéo pourquoi et comment, même si on n'a pas de boutique et qu'on vend de chez soi ou qu'on vend sur les marchés, on peut faire des parallèles et le but c'est que vous ressortiez avec des vraies astuces pour mettre en place la même chose chez vous. Nous, on a assisté à l'ouverture de sa boutique à Opéra. Ah, ça m'a fait mal. Le réveil m'a deuxième. Je crois qu'on y allait à 5h du matin. On a fait une vidéo YouTube heures, sur ce sujet-là. C'était trop intéressant et dans pas longtemps, on va aller déguster ces pâtisseries dans la nouvelle boutique. Donc, restez bien connectés. Il y aura certainement un réel sur Instagram plus qu'une vidéo YouTube. Et on a été dans les premiers à pouvoir déguster. Mais au-delà de ça, il y avait une file d'attente le jour 1. Et cette file d'attente, c'est comme cette queue. C'est comme si elle n'avait jamais désempli. Au fur et à mesure des mois et des années, et même elle grandit parce que je pense qu'il y a aussi l'effet il est de plus en plus connu sur les réseaux sociaux, donc il y a de plus en plus de touristes qui viennent aussi à Paris et qui vont déguster les pâtisseries de chez Cédric Grolet, mais il y a quand même tout un, j'ai envie de dire stratagème, mais il ne faut pas voir ça comme quelque chose de péjoratif, non, il y a toute une stratégie qui fait qu'il y a la queue devant chez lui. Ouais, je veux rassurer les gens qui nous écoutent, on va pas dire qu'il faut avoir 10 millions d'abonnés sur Insta pour avoir la queue devant chez soi. Est-ce que ça participe à ce qu'il y ait la queue devant chez lui ? Oui, bien sûr, mais il met en place quand même des choses particulières qui sont très différentes de ce que font les autres boutiques. Et parfois, c'est ça que j'adore en marketing et en business de manière générale, sur un petit détail, on peut faire une différence qui est énorme. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce qu'il fait, juste le petit truc qu'il a mis en place dans sa boutique, qui génère autant de queues ? Le petit truc qu'il a mis dans sa boutique, c'est qu'on ne peut pas tous rentrer en même temps dans sa boutique. Il y a un nombre de personnes restreintes. Je pense qu'il y a 2 ou 3 personnes qui ont le droit de rentrer, voire même que 2. Le premier jour, c'était une. Peut-être. Je me souviens plus à l'époque où on est rentré, je me demande si c'était pas une. Je sais pas si c'est une ou 2 aujourd'hui, mais c'est pas beaucoup. En fait, ce qu'il a fait, c'est que ces boutiques ne sont pas très grandes. Il y a vraiment un comptoir où on peut voir sous cloche. Alors, c'est vraiment présenté d'une façon magnifique. Tout est vitré, bien évidemment, mais comme toutes les boutiques de pâtisserie, il y a vraiment ce côté présentation qui est vraiment unique, qui fait très bijou. On sait tout de suite qu'on rentre dans une boutique de luxe. Et comme dans toute boutique de luxe, comme quand on va chez un joaillier, quand on va dans des magasins à regarder Louis Vuitton par exemple, qui utilise la même stratégie, on ne peut pas être trop dans la boutique. Il faut vraiment que le client se sente privilégié. Et c'est ce qu'il met en place en laissant rentrer
2 personnes maximum dans la boutique. Alors évidemment, il y a aussi le souci de place, c'est pas énorme les boutiques qu'il a, mais je pense que c'est réfléchi au-delà de ça, c'est ce côté, je vais vivre une expérience singulière, particulière, où il va y avoir vraiment une attention qui est portée sur moi, parce que du coup, les personnes ne sont pas au suivant, etc., etc. C'est vraiment ce côté, ok, qu'est-ce que vous voulez? Quand tu rentres dans la boutique, ouais, on prend le temps d'expliquer les pâtisseries, il y a vraiment un soin qui est apporté au client qui est vraiment très, très grand, très, très grand. Ouais. Là où pour moi, c'est doublement malin, et il y en a plein des parallèles qu'on peut faire comme ça, et des stratégies comme ça en business qui sont win-win, c'est-à-dire que d'un côté, on peut le comprendre, c'est gagnant pour lui parce que l'expérience client qu'il fait vivre est extraordinaire et différente de la concurrence. Je sais que beaucoup d'entre vous, si vous nous regardez, vous vous demandez comment je peux être différent de la concurrence. Lui, il a trouvé entre autres ce moyen-là. Mais là où c'est beaucoup plus malin, et à mon avis, c'est encore plus intéressant pour lui ce deuxième levier, c'est que comme les gens rentrent un par un ou 2 par 2 maximum dans la boutique, du coup, il y a beaucoup de gens qui s'accumulent devant la boutique, alors que probablement en début de journée, il a le même flux que dans d'autres boutiques. Ouais, c'est possible. Mais comme tout le monde ne peut pas rentrer, il y a très vite 2, 3, 4, 5 personnes qui sont sur le trottoir en train d'attendre devant la boutique. Quand on marche dans Paris, qu'on n'a rien à faire et qu'on voit cette file d'attente, on se dit quoi automatiquement? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ça doit être hyper Ça doit être incroyable. Il y a une hype autour de cette boutique. Même ceux qui ne connaissent pas de base Cédric Grolet vont finir par connaître Cédric Grolet parce que s'ils passent dans la rue, ils ne comprennent pas ce qui se passe en fait. Un chiffre qui m'intéresserait de savoir, c'est combien de personnes font la queue alors qu'ils n'ont aucune idée de qui est Cédric Grolet. Il faudrait aller questionner dans la file de... Ce serait intéressant. Ce serait intéressant de le faire. Et je pense qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit. Je pense beaucoup aux touristes peut-être asiatiques, il y en a beaucoup à Paris. Il y en a beaucoup qui le suivent aussi maintenant. Alors il y en a forcément beaucoup qui le suivent, mais il y en a probablement énormément qui ne le suivent pas. Le gars a que 10 millions d'abonnés sur des milliards d'êtres humains sur cette planète, où je ne sais pas quel est le taux de visite de Paris par des étrangers tous les ans, mais il y a forcément énormément de personnes qui croisent cette boutique et qui n'ont aucune idée de ce que c'est. Cédric Grolet, qui ne sont pas intéressés plus que ça par la pâtisserie, mais qui voient une file de 100 mètres et qui se disent ça devrait être dans les coiffeurs à Paris et il faut que je m'arrête parce que là, a priori, il y a quelque chose. Et forcément, ça attire l'œil. Au-delà de ça, je ne pense pas du tout que ce soit sa stratégie, mais il y a d'autres boutiques de pâtisserie dans cette rue. Imagine l'impact du fait qu'il y ait une file d'attente de chez Cédric Grolet, devant notamment la boutique de Pierre Hermé qui est peut-être 50 mètres à côté. Il y a un effet psychologique pour les gens qui est énorme. C'est possible, ouais. Et ce que je trouve super intéressant, c'est qu'il n'oublie pas le soin de cette file d'attente. Ouais. Je me souviens que j'ai vu plusieurs vidéos où il fait beaucoup de vidéos dans sa boutique et il fait goûter beaucoup de choses à ceux qui... fait goûter des choses. Ouais, mais je vois encore ça sur Instagram. Il fait goûter ses préparations. Des fois, il met les doigts comme ça, il met du praliné ou il fait du crémeux. Alors, peut-être que c'est une stratégie pour les réseaux sociaux et pour mais en fait, je trouve ça trop cool qu'il partage comme ça et que je pense qu'il est hyper humain comme chef et il se rend bien compte que les personnes attendent pour venir déguster et il veut pas juste les faire attendre sans rien. Ça, je trouve ça super. Et en plus de ça, il a mis en place du click and collect. Parce qu'effectivement, il y a peut-être des habitués ou des personnes qui n'ont pas envie de faire la queue et faire partir de cette atmosphère-là et de ce soin client quand on rentre dans la boutique, qui viennent récupérer un sac et c'est cool aussi. Il y a quand même la queue au click and collect maintenant. Ouais, mais beaucoup moins que ceux qui n'ont pas le click and collect. C'est sûr. Donc, pour moi, cette stratégie, pour un grand chef qui a une boutique avec pignon sur rue, c'est absolument génial. On accumule très vite du monde devant, on crée un effet de masse, à mon avis, on attire même des gens qui ne nous connaissaient pas. Ça, c'est super et je pense que c'est la stratégie mise en place par Cédric Grolet. Maintenant, pour ceux Après, on dit ça, on n'est pas dans les petits papiers, on imagine que c'est ça, mais on ne sait pas. Franchement, j'adore ce chef, je suis vraiment fan de son travail. J'ai du mal à imaginer que ce soit arrivé par hasard. Mais je pense qu'il y a toute une équipe marketing. Bien sûr, est-ce que toutes les idées viennent de lui? Peut-être pas, mais moi je vois en ce gars quand même quelqu'un qui est extrêmement intelligent, au-delà d'être un très bon pâtissier. Je pense pas qu'en termes de business, on peut en arriver là si on n'y réfléchit pas en fait. Ça n'arrive pas, je pense, comme ça. En tout cas, j'ai jamais connu quelqu'un où c'est arrivé comme ça sans qu'il le veuille en fait. Non, franchement, hyper impressionnant son parcours à ce niveau-là. Maintenant, peut-être que certaines choses qu'il a fait, qui ont été des vrais leviers marketing, n'ont pas été faites intentionnellement. Ouais. Et on s'est rendu compte que en fait ça marche. Clairement, je pense que nous ça nous est arrivé plein de fois, juste on voulait se marrer, on a fait des trucs, en fait ça prend et on le faisait pas juste pour que ça prenne. Je pense que lui typiquement des trucs qui sont arrivés, genre quand il fait ça à la fin de ses vidéos, quand il goûte et que les gens le fassent, je
Je pense que c'est un truc qui est arrivé au fur et à mesure, il s'est peut-être pas dit, il faut que je fasse un geste Ouais, à la c'est fin, ça. et pourtant c'est hyper smart. Si nous on coach les gens aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on va leur dire de créer un petit geste ou de porter un élément vestimentaire Ouais, carrément. caractéristique, parce que c'est ce qui marche sur les réseaux. Je sais que je crois que c'est le coin du pâtissier qui a des gants par exemple. Alors, Ouais, il y a c'est une tout bête. explication par rapport à ça, Des bagues. mais on le reconnaît par rapport à ça. Ah, bien sûr, tout ça c'est hyper malin. Je me souviens plus comment il s'appelle, ce pâtissier qui pose devant ses pâtisseries torse nu avec des pecs énormes, etc. Ah, je sais. Genre, c'est Je un regarde truc... pas ça chez Non, bien sûr, tu le connais pas. Elle vous mettra dans le chat le lien, les gars. Et Je croyais que c'était toi. il fait pas... Enfin, il pâtisse très bien, mais est-ce qu'il est particulièrement bon en pâtisserie? Je sais pas. Par contre, avec ce concept-là, il est très fort. On a, pareil, je sais plus, Dessert in Paris qui montre ses chaussures Oui. en faisant une photo de pâtisserie. Ben ça, c'est pareil, c'est hyper pertinent. On a un élément qui fait que c'est reconnaissable. Alors, qu'est-ce qu'il fait en réalité? Il va acheter les plus belles pâtisseries dans des boutiques et il photographie. Je veux dire, le concept, la valeur ajoutée. n'est pas difficile. Non, quoi. c'est pas compliqué. C'est pas les concepts les plus compliqués qui marchent, c'est les plus smart. Et alors, si on en revient à la stratégie de faire la queue devant une boutique, comment les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent peuvent mettre ça en application pour un business où du coup ils vont vendre depuis chez eux? Alors, il va pas y avoir la queue devant chez eux parce que c'est pas censé être une boutique physique. Comment les personnes peuvent mettre ça dans leur business? À mon sens, il y a deux leviers qu'on peut aller utiliser. Le numéro 1, je ne sais pas si tu te souviens, c'est un truc que Julien nous avait enseigné, Julien Musi, un de nos coachs sur le chemin business, qui disait « Vends toujours moins que ce que tu es vraiment capable de vendre ». C'est-à-dire que si on veut faire un lancement d'atelier virtuel ou de je ne sais pas quoi, on va limiter le nombre de places pour créer ce qu'on appelle de la scarcity, c'est-à-dire une peur de ne pas avoir le truc, une peur de manquer. D'ailleurs, c'est bien que tu parles de ça. Je vais rebondir par rapport à Cédric Grolet. Peut-être que tu voulais en venir là, mais je me souviens que la première boutique qui était donc au Meurice, qu'il est toujours au Meurice, si on n'arrivait pas dans les premiers, on n'avait pas les gâteaux qu'on voulait forcément, parce qu'il n'avait pas des quantités astronomiques. Et c'est ça aussi, je pense, qui a favorisé le fait que les gens attendent assez tôt devant chez lui. C'est qu'on savait très bien, parce qu'on a déjà fait l'expérience, nous en tant que grands foodies, on est allé plein de fois à Paris pour déguster des pâtisseries, dont celle de Cédric Grolet, et des fois on arrivait, je sais que la boutique elle ouvrait à midi, on arrivait à 15h, 16h, il n'y avait plus les fruits sculptés. Non. Ce qui est faux parce qu'il le sait très bien. Mais oui, mais sold out à 15h, on a envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu fais Cédric, juste produis plus. Bien sûr qu'il ne faut pas produire plus, c'est-à-dire que lui il est super fort pour être capable de faire un petit sacrifice court terme pour sa stratégie long terme. Est-ce qu'il est capable de produire 2 fois plus pour qu'il y en ait jusqu'à 16h, 17h, 18h? Oui. Est-ce qu'il ferait plus de cash maintenant? Oui. Est-ce que ça alimenterait la stratégie de frustration qui est un des gros piliers du marketing? Non. Et du coup, il est hyper fort qu'il ne le fait pas. C'est pas exactement là que je voulais en venir parce qu'effectivement, lui, il le fait. Et du coup, comment le faire? Ça intéressant. Non, mais ça l'est trop. Comment on peut faire ça quand on n'a pas une boutique? Sur les marchés? Alors, c'est pour ça que je dis qu'il y a 2 choses à faire. Je pense que la première, c'est quand vous vendez juste de chez vous, vous ne faites pas forcément les marchés, etc. Il faut juste que quand vous communiquez sur vos réseaux sociaux et que vous annoncez combien il y a de dispo, etc., on puisse voir assez rapidement, même si ce n'est pas le cas, que vous êtes sold out et que vous avez tout vendu et que, désolé, je réouvrirai les commandes à telle date. Ouais, ça fait vraiment l'effet de... ça fonctionne si bien que désolé, je ne peux pas vous servir au maximum. Alors, il y en a, je le sens venir, qui vont dire oui, mais le client est roi, alors pourquoi on ne peut pas servir tout le monde, etc. Le client n'est pas roi. Ça, c'est un truc, peut-être que ça va diviser et peut-être que ça va choquer les gens, mais on entend tellement souvent le client est roi par tout le monde, sauf que quasiment tout le monde échoue en business. Donc, à un moment donné, il ne faut plus écouter tout le monde. Et le client n'est absolument pas roi dans un business, ni dans celui de Cédric Grolet, ni dans celui du pâtissier ou de la pâtissière du coin qui veut faire ça de chez lui. Alors, je pense qu'il faut mettre une nuance à ce que tu racontes pour pas que les gens se sentent offusqués. Il y a quand même les clients ou les chefs d'entreprise? Les clients. Ils ne sont pas rois dans le sens où on ne va pas porter une attention particulière sur ces personnes. Là, évidemment que les clients qu'on a, on les choisit, c'est ça qu'on dit, on les chouchoute. On les chouchoute, on les chouchoute, etc. Mais je pense que là où tu veux en venir, c'est que ce n'est pas le client qui va décider de ce que tu vas faire. Exactement. En tant que chef d'entreprise. C'est pas le client qui va décider de combien tu produis, c'est pas le client qui va décider de qu'est-ce que tu produis. Par contre, une fois qu'il est client chez toi, on s'en occupe comme... C'est ça.
On va pas aller voir Cédric Groslay en lui disant est-ce que tu peux me faire une fleur au chocolat parce qu'il y a une vanille mais j'aime pas trop ça quoi. C'est ça, je pense que ça pourrait être un autre sujet de vidéo. Vous pouvez nous dire dans les commentaires si vous êtes sur le podcast, je sais pas comment vous pouvez trop nous le signifier, mais par Instagram, un message sur Insta. Si ça vous intéresse, qu'on aille un petit peu sur ce sujet-là de si on me demande une tarte framboise alors que je l'ai pas sur Insta, est-ce qu'il faut que je la produise ou pas? Spoiler alert, la réponse est absolument non. Si on me demande un number cake alors j'en fais pas, est-ce qu'il faut dire non? Il faudra qu'on développe un peu ce sujet-là parce que je pense qu'il est hyper important. Vous nous dites dans le chat si ça vous intéresse, dans le chat, dans les commentaires. Donc c'est premièrement limiter les quantités et deuxièmement, si vous faites des marchés, il faut qu'on réussisse à créer le même phénomène de file d'attente. Pour moi, le marché, c'est juste dans un plus petit environnement exactement ce qui se passe dans Paris avec tous les concurrents de boutiques de pâtisserie. Sauf que vos concurrents au marché, c'est pas juste les boutiques de pâtisserie, c'est le charcutier, le boucher, le fromage, etc. Mais il faut quand même qu'il y ait plus de file d'attente chez vous que chez les autres. Et comment on fait ça? Nous, on a réfléchi à des stratégies sur les derniers mois avec les gens qu'on accompagne et on a trouvé des choses. Première chose, le plus simple à mettre en place, c'est simplement de faire goûter. Faire goûter un échantillon gratuit, c'est un peu le niveau 1. En prenant le temps quand même avec la personne pour que les gens s'accumulent entre guillemets un petit peu. C'est le niveau 1, vous n'allez pas être extraordinairement différenciant en faisant ça, mais déjà ça crée un petit peu d'attente au niveau de votre stand. Mais le niveau supérieur auquel on a réfléchi, c'est que quand vous faites un marché, il faut absolument qu'il y ait un de vos produits qui soit un peu hors cadre avec peut-être un accord de saveur très particulier, peut-être des saveurs qu'on ne connaît pas, quelque chose comme ça, et que ce dessert-là, on n'écrit pas sur la petite pancarte ce qu'il y a dedans, on ne le dit surtout pas, par contre on le fait goûter et on met une grosse pancarte qui affiche « Vous allez goûter les yeux bandés, celui qui trouve les saveurs qu'il y a dedans, je lui offre une boîte ». Et ça, on l'a mis en place avec certains membres de l'accompagnement de la Palm Academy, et c'est énorme parce que déjà c'est fun. Les gens viennent en famille avec les enfants, avec les grands-parents, ils essayent de goûter, ça les fait marrer. Ils essayent de deviner. Qu'est-ce qui se passe quand ils essayent de deviner? Il faut le temps de leur mettre le bandeau sur les yeux, il faut le temps qu'ils goûtent, qu'ils réfléchissent. On accumule un petit peu. Allez, on leur donne une tentative, 2 tentatives, 3 tentatives si on veut se marrer un peu. Il y en a qui gagnent, il y en a qui ne gagnent pas, mais dans tous les cas qui ne gagnent pas, ils ont goûté ce que vous avez mangé. Donc peut-être qu'ils ont envie d'acheter, même s'ils ont gagné, ils ont peut-être envie d'acheter plus. Et puis il y a le côté fun qui fait, il y a le facteur sympathie aussi dans la vente. Plus on va être sympathique, plus les gens vont vouloir aussi acheter nos produits. Et ils vont certainement avoir envie de revenir le week-end prochain pour voir quelles vont être les nouvelles saveurs à deviner. C'est ça. Il y a vraiment ce côté, on se lie en fait à la personne, à son travail. Donc c'est hyper malin et effectivement c'est normal que ça fonctionne, je pense. On ne vient plus acheter des gâteaux, on vient vivre une expérience chez vous. Et toutes les semaines, il faudrait idéalement essayer de changer ces saveurs-là pour pas que les gens puissent tricher, entre guillemets. Mais évidemment que ça va créer une grosse file d'attente. En plus, c'est fun. En plus, on a un gros écriteau qui nous différencie parce qu'on n'a jamais vu ça. Et au plus il y a de monde devant votre stand, au plus ça crée de l'intérêt. C'est l'intérêt perçu, c'est-à-dire que les gens n'ont pas forcément d'intérêt de base, mais il y a tellement de monde que ça les intrigue. Et ils perçoivent qu'il y a quelque chose et qu'il faut probablement... Et peut-être les gens qui n'auront pas la patience de faire avec eux, qui juste se disent c'est que ça doit être vraiment bien ici, je vais juste aller commander quelque chose, j'ai pas le temps de faire le jeu, mais ça a l'air si bon que je vais commander. Donc vous créez un peu 2 files d'attente, une qui est là pour faire le jeu et une qui est là pour en express goûter. C'est-à-dire qu'idéalement il faudrait 2 sur ce stand-là. Prenez un copain de la famille, peu importe, ou un enfant, je ne veux pas exploiter les enfants, qui vous voulez, et ça peut être hyper productif. Génial. Je pense que vous avez pas mal de stratégies déjà à mettre en place, à réfléchir sur comment vous pouvez faire quand vous lancez votre activité ou si vous êtes déjà lancé. Évidemment que la stratégie des marchés pour se faire connaître, c'est super cool. Vous pouvez faire, alors on parle de marché, mais en fait c'est des événements. S'il y a des événements, un salon, dans des centres commerciaux, des choses comme ça, vous pouvez aussi utiliser ces stratégies-là. Je pense qu'on a fait le tour par rapport à cette stratégie-là. Ouais, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo ou liker ce podcast, mettre des étoiles. Nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse comme prochain sujet de podcast / vidéo. Et puis, on vous laisse aujourd'hui. Bye. Bye.